Merci Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. C'est effectivement une exploration des caves de l'IFAO que je vais vous proposer ce soir et surtout des résultats que l'on a pu en obtenir et qui vont venir au fur et à mesure. En effet, ce que je vous présente ce soir, c'est une sorte d'introduction au matériel qui a été découvert ou plutôt redécouvert. Et ce sont des éléments, des prémices ici de ces résultats que l'on va pouvoir voir apparaître ce soir. C'est en effet en 2018 que Cédric Larcher, responsable du service des archives et collections d'IFAO, que je remercie ici, s'est interrogé sur la présence dans les caves du palais au Caire des caisses, la présence de caisses portant l'inscription d'Ikela. L'ensemble, pourtant présent dans l'inventaire du service, constitué de 13 caisses en bois, de 10 boîtes de céramique, de boîtes de verrerie, de boîtes d'ossement, avait été oublié depuis fort longtemps. Quelques recherches en bibliothèque sur le toponyme d'Ikela, ou plus correctement d'Echela, m'ont permis de mettre à jour quelques lignes oubliées d'un chantier inédit de l'IFAO. Henri Leclerc en donnait déjà une description dans son dictionnaire d'archéologie chrétienne en 1920. Ce site se trouve près d'Alexandrie, dans un village où est établie une carrière en exploitation depuis des années pour servir aux travaux d'agrandissement du port d'Alexandrie. Les remarques faites sur les lieux et les objets recueillis à l'époque avaient permis d'affirmer qu'à proximité du village actuel existaient autrefois des centres habités, entre autres un édifice considérable qui avait été donc jugé au début du XXe siècle d'époque chrétienne. Ce qui en reste est jugé à l'époque, en 1920, fort peu de choses, puisque Henri Leclerc mentionne que les Perses, les Arabes et les entrepreneurs sont venus à faire disparaître une bonne partie de ces bâtiments, et tout juste pouvait-on énumérer des observations et quelques monuments qui avaient été alors mis à l'abri. Evaristo Brescia également mentionne sur ce site d'Echela un groupe de tombes égyptiennes qui, semble-t-il, avait existé dans les environs, notamment un fragment de sarcophage en granit vert qui avait été retrouvé, semble-t-il, dans les fondations d'une maison à Techela. Il mentionne également dans ce dictionnaire d'archéologie chrétienne un couloir pavé dont on avait retiré du sol un fragment de marbre ayant appartenu à une dalle colorée avec des reliefs et qui porte sur la face du revers le vestige d'une inscription en grec. À côté gisait une colonnette en marbre tachetée de bleu, 2 colonnettes en marbre blanc. Sur une 3e colonne, on voit des traces de feuillures verticales dont il nous donne une description, tout un ensemble de décors, de motifs géométriques qu'il mentionne assez rapidement dans son dictionnaire, mais qui montrent tout de même un intérêt assez remarquable pour ce site. Ces différents éléments révélés donc par Evaristo Brescia semblent avoir été par la suite déposés au musée gréco-romain d'Alexandrie. Également, selon Brescia, ces pièces d'architecture, outre les pièces d'architecture, des inscriptions avaient été publiées par Gustave Lefebvre et commentées par Walter Crum avec des épitaphes de moines alexandrins sur des stèles en marbre. Il mentionne également la présence d'un bas-relief représentant Saint Ménas et qui constitue les derniers et maigres débris, nous dit-il, d'un groupe remarquable donc d'édifices d'époque chrétienne. L'origine de ces édifices sont alors estimés remonter au VIe siècle au plus tard, vu que la plus ancienne des 14 inscriptions porte la date de 524 de notre ère. Parmi les 14 inscriptions, les stèles sont étudiées par Gustave Lefebvre directement au musée d'Alexandrie, qui ne semble pas avoir mis les pieds sur le site de Dechela. Toutefois, il semble avoir travaillé non loin vers 1904-1905 avec Pierre Jouguet. Ici donc, ce sont les quelques éléments bibliographiques que j'ai pu réunir jusqu'à présent autour de ce site de Dechela. La recherche que j'ai effectuée donc sur ce toponyme dans ma recherche bibliographique
a mis également en avant une communication de François Domat qu'il donne à l'Académie des inscriptions en belles-lettres le 17 juin 1966, alors que Domat est directeur de l'IFAO, rendant compte de l'activité de l'Institut pour les années 1965-1966. Il y mentionne les fouilles de Dekhéla entre avril et mai 1966, avec le concours de Gerhard Heini de l'Institut suisse de recherche architecturale et la collaboration de Bernard Boyaval et Jacques Jarry. Alors ici, la question, effectivement, la présence de Gerhard Heini sur le chantier m'avait évidemment permis de penser que certaines pièces d'archives pouvaient être conservées ici à Zamalek, dans l'Institut suisse de recherche architecturale et archéologique de l'ancienne Égypte, qu'il avait dirigé de 1971 à 1987. Pour mémoire, Gerhard Heini a reçu son diplôme d'architecture de l'École polytechnique de Zurich en 1949, avant de s'initier à l'archéologie. Il travaille comme architecte de terrain à la mission archéologique française en Iran en 1950. C'est en 1953 qu'il débute ses activités en Égypte. Il étudie l'égyptologie, l'archéologie, la proto-histoire à Munich et à Heidelberg. Il soutient une thèse en 1970 à Karlsruhe sur les aménagements basilicaux dans l'architecture égyptienne du Nouvel Empire. Je me suis évidemment très tôt posé la question de sa présence sur un chantier de l'IFAO. Georges Castel, que je remercie également ici, architecte ici de l'Institut, m'en a donné une réponse fort simple et finalement évidente. Georges Castel est en effet entré comme architecte à l'IFAO à la demande de François Domat à l'automne 1966. Lors de la campagne de Dekhéla en avril-mai 1966, Domat n'avait donc pas d'architecte ici au Caire. Dans ma perspective de quête d'éléments à l'Institut suisse, je contacte alors son actuel directeur, que je remercie également, Cornelius von Pilgrim, qui m'a alors très aimablement reçu à Zamalek. Ce dernier avait connaissance de ce site, car il détient, je dirais presque miraculeusement, les archives de Gerhard Heini à Zamalek. Après le départ de l'architecte à la tête de l'Institut, ce dernier emporte en effet l'ensemble de ses archives en Suisse. Son successeur, Horst Jaritz, prend alors possession d'un institut dans lequel ne se trouve plus qu'une partie des archives de Ludwig Borchardt. C'est à cette occasion, faisant table rase de la période Heini, que Jaritz décide du retour, en effet, d'une partie du matériel archéologique qui se trouvait à Zamalek, ici à l'IFAO. L'ensemble des archives de Dekhéla se trouve alors en Suisse, mais à la mort de Heini en 2010, son fils, qui hérite de l'ensemble des travaux de son père, ne souhaite pas les conserver et en fait finalement don à l'Institut suisse. Retour donc casse départ à Zamalek. La particularité évidemment ici est de tenter, et c'était le travail de ma mission en avril-mai dernier, de retracer une partie de l'historique de cette fouille. En effet, le dossier conservé à l'Institut suisse a permis de nombreuses avancées, et je dirais même des avancées inespérées, puisque en effet de nombreux documents sont conservés à Zamalek dans ce dossier Dekhéla, notamment le journal de fouille réalisé par Gerhard Heini en allemand et en français, mais aussi des relevés, des photographies. On compte près de 109 photographies en noir et blanc avec leur négatif, des diapositives couleurs, mais également des copies des dossiers qui sont conservés ici à l'IFAO, la correspondance qu'il existe entre François Domat et Gerhard Heini. Nous avons également des relevés, des marbres, des dessins que je vous montrerai tout à l'heure. François Domat avait exploré une première fois le site, semble-t-il, en 1964, en recherchant le lieu où avaient vécu les thérapeutes de Philon d'Alexandrie, en parallèle de son projet avec Antoine Guillaumont de retrouver la cellule d'Évagre le Pontique. Il indique à son tour que la région est entièrement bouleversée
par les carrières qui ont fourni la pierre pour la cité moderne d'Alexandrie, rendant, semble-t-il, la fouille particulièrement délicate. François Domas mentionne néanmoins que le site dégagé a permis de montrer des maisons qui datent entre les 5e et les 7e siècles par les céramiques et un grand bâtiment avec pavage de marbre, colonnes de granit, stuc peint et mosaïques. L'année suivante, toujours devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, François Domas nous dit ne pas avoir pu reprendre les sondages à Déchéla, faute de temps. En réalité, il a reçu une interdiction des militaires pour reprendre l'exploration de son site. L'ensemble du matériel entreposé dans les caves de l'IFAO est donc issu des prospections, fouilles et sondages réalisés dans ce milieu des années 60 sous la responsabilité de François Domas et dont la date de la découverte de ce matériel a pu être confirmée par des étiquettes manuscrites dans les caisses conservées ici dans les caves. La fouille n'ayant pas pu être prolongée, le matériel ne semble avoir fait l'objet d'aucune étude publiée. Seul Jean Gascou, dans ses articles sur l'Énatone et le Pempton, indique l'existence de sondages anciens par l'IFAO, par François Domas. L'ouverture progressive, entre 2018 et 2019, des caisses en bois remplies de coton a permis de découvrir que le matériel a, semble-t-il, été reconditionné au milieu des années 1980. Les enduits peints, généralement déposés dans ces caisses en 2 ou 3 couches, sont séparés par le coton et ce sont des coupures de presse francophones, anglophones et germanophones. J'y ai retrouvé pêle-mêle le Progrès égyptien, Cairo Today, Der Spiegel ou Swisser Gazette, m'ont permis effectivement de poser une date sur le reconditionnement. Une recherche plus approfondie dans les archives administratives à l'IFAO a permis d'y voir un peu plus clair. En résumé, la fouille du site de Déchéla s'est tenue donc sous la responsabilité de François Domas du 23 avril au 23 mai 1966. Il a lui-même tenu son journal, qui est conservé ici à l'IFAO, à partir du 25 avril, mais il rentre au Caire avant la fin de la mission et c'est une autre main, anonyme pour le moment, qui reprend ce journal à partir du 1er mai. J'avais émis l'hypothèse à un moment que c'était Gerhard Henny lui-même qui reprenait ce journal, puisque le journal est à la fois en français et en allemand, mais la différence d'écriture que l'on a pu mettre au jour avec les archives conservées à l'Institut suisse montre que ce n'est pas lui. François Domas enverra Camille Riscalla du Caire pour assurer la fermeture du chantier, ne laissant pas cette tâche à Gerhard Henny. 31 caisses provenant de Déchéla sont livrées le 29 mai 1966 au musée copte. Vous en avez ici un inventaire à gauche. Un inventaire des caisses est donc réalisé le 31 mai 1966 par Camille Riscalla et Gerhard Henny. On y compte 31 caisses avec le détail de tout ce qu'elles contiennent, à savoir des morceaux de stuc, les poteries, les verres que je mentionnais tout à l'heure. Un premier procès-verbal de partage de fouilles est dressé le 16 juin 1966 en présence de Raouf Habib, le directeur du musée copte, ainsi que Victor Girgis, le premier conservateur, et Ibrahim Mohamed, conservateur également du musée. L'inspecteur de la mission est également présent, tout comme Gerhard Henny. Il était alors représentant de l'IFAO. Durant ce comité, les caisses ont été toutes ouvertes et après avoir brisé les sceaux, je vous donne le détail de ce qui est écrit effectivement dans ces courriers, le musée copte a fait une sélection de 6 objets qui sont inscrits dans l'inventaire et exposés dans les salles. Je vous avoue que pour l'instant, je ne les ai pas encore retrouvés. À la suite de la décision du conseil administratif du musée copte réuni le 12 avril 1967, un nouveau procès-verbal de partage de fouilles est rédigé en présence de François Domas cette fois-ci, ainsi que Antoine Khater de l'IFAO et Shafik Farid étant le représentant du musée copte. Sont mentionnées en tout 61 caisses scellées au plomb
et 2 fresques portant les numéros 133 et 134 lors de ce partage de 67. Alors cette différence de chiffres qui s'opère entre les caisses de Dekhela et le résultat final de 67 est due tout simplement à la présence de caisses provenant des Kélia, dont le partage est assuré pour les années 1964, 1965 et 1966. Vous avez ici l'image de l'une de ces caisses portant ce numéro 18, cette caisse qui est un peu mon petit trésor pour l'instant, puisque c'est la seule caisse qui n'a jamais été ouverte depuis le partage de fouilles de 1967. En effet, son scellé est encore intact et à le regarder avec une loupe, il est inscrit dessus musée copte. Donc on a effectivement peut-être une petite découverte qui sera faite lors de ma prochaine mission l'année prochaine. La question des caisses de ce que sont devenues les caisses des Kélia, eh bien, j'en ai retrouvé une partie ici dans la réserve du musée copte de Fostat, cette histoire que je promène souvent avec moi, qui est effectivement une réserve un peu particulière, une réserve un peu à l'abandon du musée copte à côté du taftiche de l'IFAO de Fostat, et j'ai donc retrouvé les caisses de l'IFAO que vous voyez ici, qui pour certaines n'ont même pas été ouvertes et qui ont des petits problèmes d'humidité, je ne vous le cacherai pas. L'autre particularité ici également avec la documentation mise à jour, c'est la correspondance que j'ai pu découvrir dans les archives de l'Institut suisse. Correspondance donc entre Henny et Doma qui ont permis d'éclairer ici ce qu'est devenu le matériel archéologique qu'avait récupéré donc l'IFAO après le partage de fouilles. En effet, c'est la lettre que vous avez ici à gauche, le 10 août 1967, Gerhard Henny écrit à François Doma, je le cite, « Ma femme et Martin sont encore en Suisse et ne me rejoindront que pour l'ouverture de l'école. Nécessairement, je m'ennuie, mais vu le climat chaud et humide qui m'agace pour la première fois, je ne trouve pas le courage d'entreprendre des recherches qui engageraient trop mes capacités intellectuelles. Un travail plutôt manuel me conviendrait mieux. J'ai pensé alors aux fragments ramenés de Dekhela qui attendent qu'on s'en occupe. C'est pourquoi je me permets de vous demander s'il serait possible de transférer quelques caisses chez nous à notre institut, ce qui nous permettrait de faire des essais de reconstitution des stucs chaque fois que l'envie m'en prend. Je pourrais faire ce travail et pourtant répondre quand le téléphone ou la porte sonne chez nous et je n'aurais pas à courir à l'autre bout du Caire. Cela m'occuperait aussi pendant les longues soirées d'été. » Ce à quoi François Doma répond le 5 septembre 1967 « Les objets à reconstituer et les autres sont bien entendu à votre disposition. Prenez-les et tirez-en le meilleur. Monsieur Popescu les avait un peu classés dans l'ancienne buanderie. Monsieur Maroun, ou à son défaut Monsieur Nabil, vous montrera où ils sont. Emportez-les. » Gerhard Henny emportera donc une bonne partie des caisses issues du partage de fouilles de 67 à Zamalek, à l'Institut suisse. Gerhard Henny revient ensuite sur les fragments des murs de Dekhela dans une lettre adressée à Doma le 6 mai 1974. Nous avons trouvé au cours de cet hiver, nous avons travaillé au cours de cet hiver au stuc de Dekhela. Un ouvrier originaire de Kouft, s'ennuyant chez lui depuis sa retraite, vient m'aider de temps en temps, car évidemment, je ne puis employer des semaines consécutives. Je m'y mets quand d'autres travaux ne veulent progresser et mon aide vient aussi quand cela lui plaît, environ 2-3 fois par semaine pour quelques heures. Malgré ce travail très irrégulier, nous avons bien progressé. Nous entrevoyons déjà comment ces rosettes, méandres et ronces d'acanthe devaient être disposées, bien que les parties recomposées bout à bout ne soient encore très restreintes. On peut dire dès maintenant que nous n'obtiendrons jamais de panneau complet. Le terrain avait été trop remué. Mais ce qui reste suffira pour démontrer un aspect tout nouveau de l'art copte. Le style de ces stucs dérive directement de l'art classique, dont il reflète encore la fraîcheur. Le style copte, tel qu'on le connaît d'ailleurs, est beaucoup plus schématique, plus rigide, et si l'on cherchait des parallèles ou des dérivés de cet art de Dekhela, on les trouverait plutôt dans la Roméiade de Syrie qu'en Égypte. Il s'agit d'une série de réflexions finalement extrêmement intéressantes,
qui montre l'originalité des décors de ce site et qui fait évoluer chez Heini sa conception de l'art copte, des éléments qui sont encore aujourd'hui tout à fait d'actualité, alors que nous ne sommes finalement que au début des années 1970. Une évolution de la réflexion d'autant plus intéressante que François Domat, dans sa réponse du 17 juillet 1974, soulève une question importante. Faut-il appeler l'art de Dekhéla de l'art copte ? Ce sera encore une question à débattre, dit-il, avant la publication. Il ne sera pourtant à partir de là plus jamais question de publication, ni même de Dekhéla. La mention du site n'apparaît plus dans leurs échanges, qui ont d'ailleurs une légère tendance à se tendre jusqu'à la mort de François Domat en 1984. Il faut alors retourner dans les archives administratives pour comprendre le sort des caisses qui sont entreposées à Zamalek. Après le départ à la retraite de Gerhard Heini en 1987, Horst Jaritz, son successeur à la tête de l'Institut, hérite donc de ces caisses. Contrairement à l'IFAO, l'Institut suisse n'a pas le droit d'avoir en ses murs du matériel archéologique. Un protocole est donc signé en 1992, et c'est ce que vous avez ici sous les yeux, avec Nicolas Grimal, pour le retour des caisses à l'IFAO. Un inventaire est effectué, indiquant celles qui n'ont jamais été ouvertes depuis le partage de fouilles et celles dans lesquelles Heini a travaillé. L'ensemble est entreposé dans les caves. Elles sont indiquées dans l'inventaire informatique, sans plus de détails. Nadine Cherpion indique uniquement qu'en 2006, il n'y en a plus que 15, il n'y en a pas 15, mais 14. Il faut ensuite attendre la redécouverte par Cédric Larcher en 2018. Ici, vous voyez donc les difficultés, les nombreuses difficultés inhérentes à ce site et à cette fouille. Cette fouille, d'ailleurs, que peut-on désormais en dire avec tous ces éléments réunis ? Après avoir discuté de cette redécouverte du site de Dekhéla avec Marie-Dominique Néna, directrice du CELEX, et Valérie Pichot, ingénieure de recherche du centre, cette dernière s'est rendue dans l'actuelle ville de Dekhéla. Vous avez ici une vue que Valérie Pichot a justement pu réaliser des établissements chrétiens connus en Maréotide. Évidemment, Taposiris Magna, que l'on connaît fort bien à l'IFAO. Alexandrie est ici un peu plus haut, et juste ici. Et vous voyez donc le site de Dekhéla qui apparaît ici donc sous le nom de Pempton. En effet, les photographies montrent comment l'urbanisation est galopante dans ces sites de Maréotide et comment surtout le site a sans doute disparu. En effet, les photographies prises sur le toit d'une église à Dekhéla vous montrent à quoi ressemble aujourd'hui ce site de Dekhéla, un paysage qui a bien changé depuis les années 1960 et la première photographie que j'ai pu vous montrer. On peut ainsi affirmer sans l'ombre d'un doute que le site est aujourd'hui détruit, qu'il ne reste absolument plus rien du côme qui avait été identifié par François Domat, et encore moins les points de repère qui sont évoqués dans les journaux de fouilles par Domat et Heini. Tout est totalement urbanisé, alors que l'on voit encore des zones de carrière sur les anciennes diapositives des années 1960. Cette situation est relativement simple à comprendre, puisque Dekhéla se trouve en effet entre une zone pétrochimique importante et l'installation, vous en avez quelques éléments ici, de la plus grande usine d'acier du Proche-Orient, sans doute d'ailleurs installée elle-même dans les années 1960, également avec des zones militaires et des zones de production de gravier. Donc on comprend mieux effectivement la saveur toute particulière de ce site. Permettre aussi de comprendre pourquoi François Domat n'avait finalement pas obtenu d'autorisation de prolonger ses fouilles en 1967 par décision militaire.
Néanmoins, je rappelle ici donc les mots par lesquels François Domat lui-même décrivait dans son journal de fouilles le site de Dekhéla, ce journal de fouilles, donc je vous le disais, qui est aujourd'hui conservé à l'IFAO. Le chantier a été ouvert le samedi 23 avril. Les ouvriers s'étaient installés la veille à proximité. Ils prennent l'eau à un camp militaire distant à peu près de 500 mètres. On voit déjà la présence de ce camp militaire. Les ruines, ou plus exactement les amoncellements de décombres, sont situés à proximité d'une petite maison ruinée. Cette maison ruinée sera l'unique repère que Henny et Domat mentionneront inlassablement dans ce journal de fouilles. Autant vous dire qu'il n'en reste pas grand-chose. Cette maison ruinée semblait dominer le contrefort des collines calcaires à l'endroit où elle s'abaissait vers le lac Mariout. Au nord, c'est un paysage bouleversé, nous dit-il, convulsé, déchiqueté, des carrières où les blancs aveuglants dominent. De notre côté, teinte grisâtre et jaunâtre due aux terres encore en place et à une très maigre végétation qui se calcine vite quand les pluies cessent. Sous les pierres, ici comme ailleurs, des scorpions. Dans les trous, des serpents et des rats, ou un rongeur analogue. Plus bas, d'environ 7 à 8 mètres, le lac, très calme, d'un gris mauve. Le site occupe un tertre long de plus de 200 mètres d'est en ouest, descendant doucement vers le lac. Il est aussi un peu abrité des vents marins assez frais. Ce matin, un fort vent de nord-ouest rafraîchissait beaucoup la température et soulevait des tourbillons de poussière. Durant la dernière guerre, sans doute, des installations militaires ont été faites en ces lieux. On y voit des sols en ciment qui devaient être surmontés de tentes ou de baraques de bois. On trouve sur le sol pas mal de balles et une boîte de cartouches en bois a déjà été mise au jour au cours de la fouille. Est-ce l'armée qui a déjà fait les fouilles que l'on voit en 3 ou 4 endroits? Nous n'en savons rien. En tout cas, la plus importante, faite sans soin archéologique, a crevé un dallage de pierre et atteint une ancienne entaille dans le rocher naturel à 5 mètres de profondeur environ. Est-ce une ancienne carrière abandonnée et surmontée plus tard d'un édifice important? C'est par là que nous attaquons. Tout d'abord, pour tâcher de délimiter l'édifice, nous entamons 2 tranchées à l'ouest, chacune de 2 mètres de large. Nous reprenons également la tranchée nord-sud, faite par les puisatiers. On voit donc ici déjà la prose de François Domat dans les premières pages de son journal de fouilles. Je ne vous cache pas que pour les pages suivantes, ça ira un peu plus vite et on ira un peu plus à l'essentiel. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est cette description du site qu'il fait déjà en 1966 et sa méthode de fouille, puisque l'on voit en effet comment il va réaliser des tranchées ici pour finalement aller au plus vite et voir ce qu'il est possible de trouver. Vous le voyez sur cette photographie du journal de fouilles, il est constellé de ces petits croquis qui vont permettre justement quelques repères afin de pouvoir situer l'ensemble de ce site. Mais les archives de l'IFAO ont également permis de retrouver ce calque du plan du site qui a été dressé par Antoine Ratter et corrigé par Gerhard Henny. Ce croquis en effet permet de tenter de situer la zone fouillée en 1966 et ainsi déterminer la position de ce que l'on commence donc à envisager comme un monastère. La découverte sur les photographies de la maison ruinée permettra de pouvoir correctement situer cela, ou en tout cas d'affiner l'emplacement des structures alors en place. L'étude de la localisation montre que François Domat, du fait d'une mauvaise interprétation de l'emplacement des bornes miliaires, pensait fouiller non pas le Pempton, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais l'Enaton. L'Enaton, un site un peu mieux connu que le Pempton. Ici, tout simplement parce qu'il plaçait mal, semble-t-il, le point zéro des distances à Alexandrie, que l'on pensait alors situé par rapport à l'Agora et que l'on a tendance plutôt aujourd'hui à placer par rapport à la nécropolis. Les monastères s'en trouvent évidemment donc décalés par rapport à leur nom en grec, comme l'avait fait remarquer Jean Gascou. Il s'agirait donc ici du Pempton se situant donc à la borne 5 et que l'on connaît également dans les textes donc sous le nom de port des Andalous et non l'Enaton, le monastère de la borne 9,
connu sous le nom de monastère du Ver, Nénaton, qui finalement n'aura jamais été fouillé et qui aujourd'hui a sans doute disparu avec l'urbanisation galopante des années 60-70. Jean Gascou a réuni de nombreuses informations écrites sur le Pempton. Comme son nom l'indique, l'ensemble monastique du Pempton était situé donc aux environs de la 5e borne miliaire, à l'ouest d'Alexandrie, sur la bande littorale séparant la mer du lac Mariout. On retrouve donc ici, bien sûr, ce plan, les rives ici du lac Mariout et la rive de la Méditerranée juste là, ce qui permet d'avoir effectivement cette bande de terre assez facilement compréhensible, d'autant plus compréhensible, et on travaillera avec notamment les plans d'état-major dont une partie sont conservés au CEALEX, pour placer ici les voies de chemin de fer ou également les routes qui sont tracées sur ce calque. Ici donc, nous sommes à l'ouest d'Alexandrie, cette bande littorale séparant la mer du lac Mariout, où l'on s'était fixé au Bas Empire. La région du Pempton était encore appelée les Eremika, par allusion au caractère du paysage, un désert au bord de la mer, plus qu'à sa vocation érémitique. Un endroit peu encourageant, selon Jean Moskos, puisqu'on parle ici des fourches patibulaires d'Alexandrie, non loin d'un temple en ruine dédié à Chronos. Le Pempton est attesté pour la première fois vers 388. Pallade, auteur de l'histoire lausiaque, s'y essaie à la vie monastique sous la direction de la sette thébain Dorothée. Ce saint homme vivait là depuis 60 ans dans une grotte, construisant de ses mains des cellules pour les frères et gagnant sa pitance, comme le firent beaucoup d'autres moines égyptiens, en tressant des palmes. La suite de l'histoire du Pempton est maigrement documentée. Un édit impérial antinestorien fut lu à l'église des moines des Eremika en 448, avec l'arrêté préfectoral de promulgation. Le moine alexandrin Marc le Fou, qui vivait sous Justinien, était un ancien du Pempton. Sévère d'Antioche aurait, d'après les versions grecques de sa vie, fondé au Pempton le monastère dit de la Patrice. La dernière attestation du Pempton date de la fin du VIe, début du VIIe siècle. Il est né par Jean Moskos, mais là encore d'une manière indirecte. Alors, tous ces éléments réunis, cette histoire de fouille, il faut maintenant effectivement se poser la question de qu'est-ce qui a finalement été trouvé sur ce site. L'élément évidemment le plus intéressant, mais qui nous manquera le plus, ce sont les structures architecturales. Quelques éléments nous permettent de retracer, de tenter de comprendre ce que François Domat et Gerhard Henny avaient eu l'occasion de mettre en avant. Et j'ai eu l'occasion donc de poser les bases d'une réflexion sur les éléments architecturaux découverts avec Georges Castel durant ma mission d'avril-mai dernier. Il est pour Georges Castel, il est pour lui essentiel de comprendre comment ont été réalisées les tranchées sur le site afin de restituer les zones d'occupation et plus particulièrement la zone dite de l'église. Il faut pour cela partir de la tranchée A que vous retrouvez ici et qui était identique d'ailleurs à celle que vous aviez sur le journal de fouille qui est là. On voit bien donc que cette tranchée est vraiment le point de départ de cette fouille. Il faut partir donc de cette tranchée A et suivre évidemment le déroulement grâce aux deux journaux de fouille que l'on a, l'un à l'IFAO, l'autre à l'Institut suisse. Selon Georges Castel également, la zone rouge rouge foncé que l'on retrouve ici au centre du site du croquis de Henny et de Khater correspondrait à l'église elle-même et plus précisément à la zone de pavage que l'on peut observer sur les photographies. Également, l'autre élément extrêmement intéressant qu'il faudra comprendre lors des missions prochaines, c'est la redécouverte du plan de l'église de Déchéla qui a été retrouvé dans les archives de l'Institut suisse et qui est de la main de Gerhard Henny. Donc ce sont des éléments qui, vous le voyez, en les superposant et en tentant cette compréhension, nous permettra d'avoir un paysage presque complet des structures architecturales qui avaient alors pu être mises au jour. Les photographies
devront aussi largement être exploités, puisque je vous le disais, on a près d'une trentaine de diapositives en couleur, ce qui finalement sont pratiquement les plus anciennes photographies couleur que l'on ait pour un chantier de l'IFAO, mais aussi plus d'une centaine de clichés en noir et blanc du site, avec parfois, vous le voyez ici, une tentative d'une vue panoramique de ce site, ce qui m'avait d'ailleurs permis de retrouver la fameuse maison en ruine qui est là et qui avait été donc ce fameux point de repère. Donc là aussi, un élément qui sera essentiel pour placer correctement le site. On voit également, grâce à cette photographies, le système des tranchées qui avait été mis en place et qui allait effectivement, de manière un peu radicale parfois, crever quelque peu le site, mais des éléments également, donc à travers ces photographies, vous le voyez, de très belle qualité, des éléments qui sont possibles d'exploiter pour finaliser ici la compréhension de ce site et aller plus en avant sur ce que Doma et Henny n'ont jamais réalisé, à savoir la publication de ce chantier. Quelques exemples ici parmi d'autres. Vous en avez encore un exemple là qui vous montre toujours ces systèmes de tranchées et également les structures du pavage de marbre que je mentionnais, qui est identifié alors par Doma et Henny comme étant l'église, vous le voyez avec ces petites marches ici, ou encore les bases de colonnes ou même de chapiteaux. Nous n'en avons malheureusement pas ici la moindre trace dans le matériel archéologique conservé à l'IFAO, mais on peut effectivement envisager que ça fait partie de du fameux partage de fouilles avec le musée copte et peut-être envisager, retrouver ces pièces conservées aujourd'hui au musée copte. Mais évidemment, ce qui m'a occupé lors de ma dernière mission et qui avait motivé aussi de prime abord cette mission, ce sont les éléments qui sont ici conservés à l'IFAO, et notamment donc les enduits pincés stuc que vous avez ici, donc des caisses en grand nombre, des fragments en très grand nombre, puisque je vous le disais, on a 2 à 3 niveaux, 2 à 4 niveaux qui sont conservés dans les caisses d'origine en bois, accompagnés également pour certains de fragments de mosaïque. Par chance, malgré le fait que les caisses aient été rouvertes par Henny dans les années 70 et refermées dans les années 80, les étiquettes anciennes de 1966 ont été retrouvées et permettent d'avoir ainsi les numéros des caisses originales et donc de pouvoir savoir quand tel enduit a été découvert et quel jour il a été découvert et donc dans quelle tranchée. Les secteurs sont ainsi tout à fait identifiables avec la date de la découverte. Les revers de certains fragments présentent également des numéros à l'encre noire qui, semble-t-il, ont été apposés par Henny pour, sans doute, des tentatives de reconstitution. J'ai retrouvé notamment dans ses archives à l'Institut suisse des croquis explicatifs de ses notes de travail. Certains fragments ont également, je l'ai observé, été recollés. C'est notamment le cas de celui que vous avez ici. Sans doute, là encore, le travail de Henny. On y retrouve donc pêle-mêle des feuilles d'acanthe stylisées avec des enroulements, on y retrouve des fragments d'éléments ovoïdes, vous y retrouvez des décors aussi de murs lisses peints en rose pâle, des motifs géométriques avec des rouges très bien conservés, différentes frises décoratives, des morceaux également qui peuvent parfois sembler représenter des motifs de plumage ou de flammes stylisées. Voilà on voit qu'on travaille donc effectivement on a à la fois des éléments donc uniquement en peinture, mais également en bas-relief. Voilà. Vous avez donc l'exemple de cet oiseau qui reste, je dois l'avouer, le chef-d'œuvre de ce que l'on a ici, puisque c'est la pièce la plus remarquable et la mieux conservée, je dirais pas, puisque en fait, ici, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Donc, c'est vraiment le jeu du puzzle, et c'est ce que nous expliquait bien aussi Henny. Néanmoins, ce jeu de puzzle est jouable pour certaines pièces. Pour d'autres, non. Clairement,
pourra pas faire grand-chose si ce n'est conserver correctement ces pièces, mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour restituer tous les murs de Dekhéla, ce ne sera pas possible. Parmi les pièces remarquables, et vous avez donc l'exemple ici de ces anciennes étiquettes qui ont été retrouvées, on a également retrouvé des objets qui nous sont inconnus ici dans les caves de l'IFAO et qui sont sans doute donc conservés au musée copte mais qui avaient été photographiés, c'est l'exemple de ce que vous avez là. Néanmoins, certaines pièces sont identifiables, comme par exemple les lampes à huile, et vous avez ici un exemple de ces lampes à huile, ou encore ici un autre élément intéressant puisque c'est un fragment d'ampoule à eulogie portant la figure de Saint Ménas. En effet, là, une première observation qui a été faite des pièces et des tessons de céramique tente à confirmer une datation de l'occupation du site pour la période byzantine, 5e, 7e siècle. Les terres utilisées tentent à montrer des productions locales, ce qui peut être confirmé, donc je vous le disais, par cette ampoule à eulogie issue du monastère de Saint-Ménas, qui finalement n'est pas si loin du Pempton. Et on remarque également une présence de production levantine et aussi notamment de production syrienne dans ces céramiques, ce qui nous montrera effectivement les échanges commerciaux que l'on pouvait avoir aussi avec ces monastères de Maréotide. Quelques fragments de marbre, alors quelques fragments de marbre, à savoir 3 fragments de marbre, ce sont les seuls éléments inscrits qui sont conservés ici dans le matériel de l'IFAO, et vous en voyez les inscriptions, ça ne nous apprend pas grand-chose. Vous avez également, et ça avait été la bonne découverte, l'heureuse découverte lors de la mission d'avril-mai dernier, puisque les monnaies que nous pensions perdues avec Cédric ont été finalement découvertes dans le fond d'une boîte où se trouvaient les fragments des stèles en marbre. D'après des numismates qui étaient en mission à l'IFAO en avril 2019, au moment de cette redécouverte, il y a une confirmation qu'il s'agit bien de monnaies byzantines en bronze, confirmant donc la datation du site entre les 5e et 7e siècles. Certaines monnaies, m'ont dit les numismates, présentent une forte proportion de cuivre dans l'alliage, pour les plus vertes d'entre elles. L'ensemble mériterait un nettoyage et une restauration pour les moins érodés. En effet, ils ont notamment pu repérer 2 très beaux exemples de monnaies du règne d'Héraclius. Là encore, des éléments je ne vous les montre pas plus que ça, uniquement dans leurs enveloppes d'origine, puisque l'acquisition de médaillés permettra d'assurer une conservation bien meilleure pour ces bronzes. Aussi, et c'est l'autre découverte un peu étonnante, dans l'une des caisses, découverte d'une empreinte de sol. Elle est assez difficile à comprendre, mais il faut ici me croire sur parole. Une empreinte de sol qui avait été faite des fragments d'enduit peint qui permettent finalement de comprendre comment les fragments sur le site de Dekhéla ont été découverts. On n'a pas effectivement de mur en place, mais déjà des éléments qui ont été découverts au sol dans la fouille pêle-mêle, et une empreinte de ces sols avait été faite en 1966. Malheureusement, c'est la seule empreinte de sol qui avait été faite, et cette caisse avait été mise ici à l'IFAO sous l'évacuation sanitaire du palais. À ce titre, la caisse a été légèrement éventrée et le matériel n'a pas été extrêmement bien conservé. Le plâtre moderne qui servait donc à maintenir cette empreinte au sol et qui permettait donc de maintenir ces structures avec un cadre en palmier est totalement brisé. Par chance, il s'agit de la seule caisse d'enduit qui avait été prise en photo en 1966. Les restaurateurs de l'IFAO, donc sous la direction d'Anita Quiles, tenteront une restitution de cet ensemble en 2020. Finalement, en conclusion, cette mission, qui n'était que ma première mission en avril-mai, vous avez vu, a non seulement permis de retracer l'historique qui, jusqu'en 2018, nous était pour la plupart d'entre nous, et en tout cas pour moi, totalement inconnu, a permis de pouvoir créer un pont ici scientifique entre finalement le matériel archéologique conservé à l'IFAO et les archives scientifiques et la documentation archéologique conservée à l'Institut suisse. Cette mission a également permis de reconditionner, de débuter le reconditionnement du matériel à travers une action spécifique
de l'IFAO qui se poursuivra l'année prochaine. Vous voyez donc ici une partie de ce matériel aujourd'hui reconditionné. On y voit un peu plus clair en s'étant débarrassé des caisses en bois et du coton. De là à restituer, je vous le disais, les murs dans leur entier, ce sera une autre histoire. Vous voyez donc ici également l'autre petite colombe, le corps de l'autre petite colombe. Je ne désespère pas de retrouver un moment sa tête ici représentée en haut à droite. Mais aussi, voilà le résultat finalement de cette campagne qui a été donc réalisée en collaboration entre l'IFAO et l'Institut suisse que je remercie et je vous remercie.